Et elle me dit mais tu sais danser comme Kirikou? J'appelle un propriétaire pour visiter un appart. Je lui dis mon nom. Il me hurle dessus. Il me dit « Ah non, non, non !» Et en plus, journaliste, ça bosse pas. Et il me raccroche au nez. Je dis « Oh !» C'est la double peine pour les filles qui sont victimes de violences sexuelles très jeunes, parce qu'en plus, souvent, on crée des rumeurs autour d'elles et on leur fait une réputation de filles faciles, de PUTE ou qu'en sais-je, alors que souvent, en fait, ce qui se passe derrière, c'est des agressions sexuelles, c'est des viols, qu'en plus, il faut taire, et puis ça circule dans toute la cour, etc. Être une femme racisée en France, ce n'est pas juste une identité, c'est une histoire, un regard, une lutte, une projection. C'est porter des héritages, des stéréotypes, des fantasmes, des silences. C'est devoir se battre contre le sexisme, le racisme, l'exotisation et parfois même s'excuser d'exister. Bonjour à tous, je m'appelle Siam Mengoua, je suis productrice d'émissions bienveillantes sur cette même chaîne, Siam TV, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, dans le royaume de Siam, nous allons parler de choses qui concernent les enfants issus de la diaspora. Sur cette émission, j'invite Nawal Ibtissam Ben Ali, qui est journaliste et qui a son podcast qui est super intéressant, allez la suivre. Nous allons parler de notre self-concept, de notre évolution avec nos identités en tant que femmes d'origine maghrébine, et de ce que cela implique. Nous allons raconter des anecdotes, nous allons parler de notre vécu, de notre expérience. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à raconter votre histoire en commentaire et à partager l'entretien à vos amis. Et pourquoi pas mettre un petit pouce bleu pour nous envoyer de la force. Et je vous dis bonne vidéo. Bienvenue, vous êtes sur Siam TV. Alors aujourd'hui, on va parler d'héritage, de transmission et d'identité. Et pour ce faire, j'ai ramené une bonne amie à moi qui s'appelle Nawal. Comment tu vas? Ça va, je te remercie. Écoute, bienvenue sur ma chaîne. Merci. J'aimerais bien que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Moi, je suis Nawal Ibtissam Ben Ali, je suis journaliste et les raisons pour lesquelles je suis le plus connue, c'est parce que j'ai une thématique sur laquelle je travaille depuis maintenant 4 ans et demi, avec un podcast qui s'appelle Yassa chez nous. Et en fait, moi, je travaille sur les questions d'identité nord-africaine et nécessairement tout ce qui est pas très cool, donc les questions de discrimination et de racisme, donc propre aux communautés nord-africaines, donc en Algérie, au Maroc, en Tunisie et dans nos communautés diasporiques et chez les descendants d'immigrés ici en France. Ok, bah écoute, allez voir ce qu'elle fait, c'est vraiment trop bien et franchement, on se lasse pas d'écouter ton podcast et de regarder tes vidéos sur toutes tes plateformes. Moi, je t'ai invitée parce que j'avais besoin sur ma chaîne de parler d'identité, tout ce qui est le retour aux sources, la réappropriation de notre culture et de notre héritage amazigh en tant que femme d'origine maghrébine ou africaine. J'avais envie d'avoir cette conversation avec toi pour parler un petit peu de notre expérience en tant que femme maghrébine en France. Est-ce qu'il y a des similitudes et tout ça? Du coup, j'aurais bien aimé savoir un petit peu ton parcours de l'enfance à l'école, comment ça se passait, de quel milieu tu es issue et dans quel environnement tu as grandi en étant petite. Alors moi, je suis née à Tunis dans les années 90. Je suis arrivée en France, j'étais bébé et donc moi je grandis je grandis pas dans ma famille biologique et donc du coup je grandis dans un foyer qui est algérien du côté de mon père, français du côté de ma mère et moi je viens d'une famille de gens très rigoureux parce que tout le monde est prof. C'est vrai? Ouais, en fait, bon, mon père est chercheur, mais du coup aussi prof d'université, ça va avec en tout cas dans ce que lui il fait, et ma mère prof d'allemand. Les parents de ma mère, prof aussi, en tout cas dans l'éducation nationale. Donc bon, il y a quand même un côté... Éducation... Un côté, l'école, c'est du sérieux. Donc bon, ça pose les bases. Et donc je grandis dans le 91 avec 2 frères aussi. Un grand frère et un petit frère. Et... l'école, comment ça se passe? Ça se passe comme une enfant de prof, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Pas trop le choix, c'est très important, mais j'ai pas trop de difficultés. Ce qui, moi, me permet franchement de quand même bien m'amuser, tout en maintenant le cap, parce que j'avoue que j'avais pas besoin de faire trop d'efforts pour y arriver.
Et en parallèle, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont beaucoup mis l'accent sur la culture. Donc c'était très très important pour eux qu'on... Alors déjà qu'on n'ait pas trop accès à la télé. Ouais, d'accord, ouais. Pas trop accès à la télé, nous c'était beaucoup les livres. On avait la télé, donc c'était très précis. La télé c'était pour les Disney, C'est pas sorcier. Quand j'étais gosse, je regardais aussi Carambolage d'Arte. En allemand sous-titré français. Tu parles allemand du coup? Bah, pas du tout. Pas du tout. Ma mère a essayé de t'apprendre? parce qu'en fait à la maison mon père en fait il nous parlait d'Elijah et ma mère elle nous parlait en français et à un moment elle s'est dit je crois ouais bonne idée on va incorporer une autre langue, ils sont encore jeunes ça va le faire et en fait du coup elle nous faisait regarder des dessins animés en allemand et en fait mon frère et moi, mon petit frère était pas encore là, on trouvait que la langue elle était tellement horrible qu'on mettait en mute. Ouais, et donc du coup on regardait les dessins animés en muet et ma mère du coup maintenant elle sait pourquoi ça n'a jamais pris. Ouais. C'est parce que il n'y avait pas le son et on a eu quelques cours d'allemand aussi à l'école parce que elle a milité dans notre école primaire pour que des sections de cours d'allemand soient ouvertes. Bien sûr qu'on y était en tant qu'élève, mais bon à cet âge-là c'est pas suffisant parce qu'on t'apprend les rudiments de la langue, mais bon t'es en primaire et voilà, pas vraiment un suivi derrière. Donc l'enfance, c'est ça. Et avec la chance aussi de pas mal voyager. De pas mal voyager, aussi d'avoir ton papa qui t'apprend aussi de ta culture nord-africaine ou pas du tout, il voulait vraiment En fait, lui... laisser l'école faire le travail. C'est pas qu'il voulait laisser l'école faire le travail, je pense qu'il faudrait plus lui poser la question à lui parce que je sais pas trop comment il a pensé les choses. C'était plus ma mère qui avait fait un programme. Toi, tu vas t'occuper de ça, moi je vais m'occuper de ça. Qui a rempli les termes du contrat D'accord. On peut se poser la question aujourd'hui, mais disons que mon père il transmettait à sa manière, mais comme aussi on avait la chance de beaucoup aller en Algérie, déjà les vacances d'été, mais même parfois plusieurs fois par an, on avait quand même aussi un lien avec l'Algérie qui était organique parce que tu vas sur place. Après, on a aussi je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais une sous-culture diasporique qui est du coup très trans-maghrébine ici, tu vois, en France, qui n'existe pas nécessairement. Ça dépend où. Tu vois, toi, tu as grandi dans le 91. Moi, par exemple, moi aussi, mon papa, il est prof, du coup, et je crois qu'on en avait parlé, tout, on a ça en commun. Mais moi, j'étais vraiment dans la campagne. Dès que mon père, il a eu un petit peu d'argent, il est parti construire sa maison un petit peu loin de la cité et tout ça. J'étais la seule arabe de mon école. Et ça m'a suivi même après dans mes études, parce que mes parents, pareil, l'éducation, très important. Du coup, école catholique, j'étais à l'école Notre-Dame, à Montauban, tu vois, vraiment... j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu d'autres enfants racisés. Il n'y a pas d'enfants noirs, pas d'enfants arabes. Je crois que j'étais la seule arabe de l'école. Pareil, quand je suis allée au lycée militaire, je crois qu'il y avait un noir. Quand j'étais en 5e, un noir. Et après, on était peut-être 3-4 arabes dans tout le collège. Lycée, pareil, on était très peu. D'ailleurs, quand j'étais au lycée, je traînais avec 2 copines, Janine et Fatou. Janine camerounaise et Fatou malienne. Tu sais, on les appelait les Black Panthers. On traînait toutes les 3 ensemble parce que c'était genre... J'avais besoin, tu sais, de me retrouver... avec des gens minoritaires avec des aussi, gens minoritaires et avec des gens, des Africains, tu vois. Et ouais, donc voilà. Donc toi tu étais dans le 9-1. Ça se passait comment à l'école? Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens racisés je pense que tu fais bien de souligner cette différence d'expérience sociale que ça a pu être pour des personnes qui sont d'un milieu plus rural et des personnes qui sont dans des endroits où il y a beaucoup plus de densité de population, notamment autour des grandes villes. Donc c'est vrai que moi j'ai grandi en allant à l'école et c'est vrai que je dis pas qu'on était une majorité, on restait minoritaire, mais il y avait quand même un brassage culturel et ethnique, je pense, beaucoup plus important que toi dans ton école militaire ou à Notre-Dame. J'ai fait du catéchisme. Ah ouais? Je te jure. Moi, c'était obligatoire. J'étais en école catholique aussi 1 an et j'ai dit à mes parents, sortez-moi de là. Ah ouais? C'était trop strict. Ouais, c'était strict. Non, ça va, moi, c'était pas trop strict, mais bon, après, tu vois, genre, j'avais des débats avec la prof de catéchisme. C'était c'est bien. Jésus, c'est le fils de Dieu. J'étais là, ah non, Jésus, c'est un prophète. J'étais tout le temps là en train de lui dire, et j'étais celle qui posait bizarrement le plus de questions dans ce cours, tu vois. Mais on aime Jésus, les gars, vous inquiétez pas, tu vois. Non, mais ouais, c'est drôle, ouais. Donc, du coup, t'as pas du tout eu la même expérience que moi. Et à l'école, est-ce que t'as déjà ressenti du racisme ou pas du tout? Que ce soit avec tes profs ou que ce soit avec le personnel enseignant Ouais, alors je pense c'est pas vraiment à l'école que ça arrive, c'est plus
c'est plus tard, c'est au collège. Ah, ok. Ce qui n'empêche pas que j'ai eu des expériences racistes avant ça, hein, très tôt, très très jeune, hein, et ça c'était dans un cercle. Mais ça en fait, je crois que j'en ai pas beaucoup parlé. Ouais. Je crois même que je l'ai jamais dit en public, mais je crois que je devais avoir 4 ans, non, Ouais. 4 ans, 5 ans, je sais plus. Et en plus, c'était l'époque où Michel Osolo sort le film Kirikou. Donc, et il y a une amie de ma mère qui, à un moment donné, ma mère faisait un truc avec ses copines, elle les avait invitées à la maison, Ouais. dans le jardin et tout ça, c'était en été. Et il y a une de ses amies qui me prend à part et, dans le jardin et elle me dit mais tu sais danser comme Kirikou? Parce que j'adore. Et moi, je suis là. À 4 ans. Et Ça t'a marqué, tu vois. Non, mais surtout que moi, je suis tunisienne, quoi. Enfin, no offense, mais c'est Ce biais cognitif, enfin, le complètement. continent, c'est tous les mêmes, tu vois. Même pas, elle m'a. Enfin, je sais pas. Elle a généralisé, quoi. Pas dit parce qu'elle a la peau foncée, du coup. Non, mais je sais même. Kirikou, quoi. Non, mais en vrai, je sais. En vrai, je sais même pas. Un enfant noir, quoi, Kirikou, non, tout de suite. Non, mais en vrai, je sais même pas parce que cette femme-là, c'est quand même une séfarade oranaise, tu vois. Donc, techniquement, ma culture et la sienne, elles sont pas super éloignées, quoi. Je suis tunisienne, elle est techniquement algérienne, tu vois. Oui. Donc, le fait de me demander, est-ce que tu sais danser comme Kirikou? Je me suis dit, mais la Tunisie, c'est pas... Après, tu sais, en Algérie, je sais pas si... Mais c'est une femme éduquée, en plus, tu vois. Je sais, mais en fait, si tu veux, quand les Algériens ils étaient ségrégés, les Juifs, ils avaient un traitement de faveur. Déjà, ils avaient leur papier français, ils pouvaient voter. Les Algériens ne pouvaient pas voter, tu vois. C'est un état apartheid, l'Algérie. Et avec ces vieux mécanismes de ses parents, peut-être qu'elle a appris... comme quoi peut-être ils sont supérieurs à nous ou je ne sais quoi. Parce que je veux dire, c'est ce genre de réflexion. À l'époque, ça choquait pas parce que les gens, ils n'avaient pas ce genre d'échange de... Tu peux pas dire ça en 2025, on va te reprendre directement. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, tu vois, même à l'époque, c'était... Même à l'époque, tu vois, c'était pas... T'as envie de dire... Mais même dire ça à un enfant noir africain, c'est problématique, non, mais bien sûr, tu vois. Bien sûr. Non, dans tous les cas. Ouais. Dans tous les cas. Mais moi, tu vois, c'est le truc de... Ah oui, t'as compris que j'étais pas née en France, tu le sais. Par contre, mon pays, c'est le voisin du tien. Mais du coup, Kirikou sort au cinéma. Et à quel moment tu fais... Enfin, j'ai pas compris l'affiliation, quoi. Enfin, c'est vraiment... Et donc, donc ça, tu vois, typiquement, si tu dis, ok... Je sais pas si tu as vu à l'ancien... Enfin, je sais plus c'était à quelle époque, c'était au XVIe ou au XVIIe siècle. Dans la monarchie française, il y a ces tableaux illustrés de femmes blanches avec des bébés noirs. Tu sais qu'elles adoptaient comme animal de compagnie. Je vous mettrai en insert des photos. Elles les adoptaient comme animal de compagnie, elles leur mettaient des perles et tout ça. Et à l'époque, c'était fancy... à l'époque du colonialisme et de l'esclavage, c'était fancy d'avoir un bébé noir comme animal de compagnie, tu vois. Tu sais que j'ai jamais entendu parler de ça. Sérieux? Non, moi j'ai entendu plus... Enfin, tu vois, nécessairement... Il y a des tableaux, des représentations, je te montre. Moi, je voyais beaucoup de... Tu vois, les représentations, tu vois, des femmes noires qui allaitent les enfants des riches blancs, etc., machin, enfin, tu vois, ces choses-là. Mais dans le sens où, du coup, l'enfant des colonies est un enfant trophée et qu'on l'apprête en plus pour qu'il soit... en fait, à la cour, je suis curieuse de voir ça. En fait, c'était un signe d'opulence. C'est-à-dire, j'ai les moyens d'avoir un animal de compagnie, un bébé noir. Waouh. Tu savais pas? Ça, j'en ai jamais entendu parler. Mais ça in fine, c'est un truc de fou. Ça complète le processus de déshumanisation des corners, quoi. Complètement. Donc, donc toi, tu as eu cette expérience à 4 ans. Après, tu m'as dit 4-5 ans, un truc comme ça. Et tes parents étaient témoins de cette scène ou pas? Non, même pas. Et je crois que ma mère, j'ai peut-être dû lui dire... mais hyper longtemps après, parce qu'après, t'oublies et tout ça, c'est pas le truc le plus récurrent, quoi, mais... et voilà, quoi. Non, mais après, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise, et puis on sait pas comment elle a été éduquée, cette dame, on sait pas comment... en fait, en plus, tu vois, c'est une dame qui est plutôt bien éduquée, qui est plutôt instruite, et qui était d'ailleurs plutôt très ouverte sur le monde, sur les cultures, de manière générale, tu vois. Et donc, c'est pour ça que moi, en plus, je trouvais ça d'autant plus perturbant, quoi. Mais en tout cas, ça c'est un exemple, tu vois, qui m'a marqué. Bah ouais, ça marque, hein.
Ça marque. Et moi, quand j'étais petite, je me souviens, quand je suis arrivée au collège militaire, on m'appelait la racaille. Alors que tu sais, moi, je suis une campagnarde, je viens du fin fond du 8-2, tu vois, mais tout de suite, ils ont ces biais. Ouais. J'étais pendant 2 semaines, on m'appelait hey, la Kaira, la Kaira. Pourquoi? Parce que je suis d'origine maghrébine. Ok. Et je l'ai bien vécu. Pourquoi? Parce qu'au moins, on n'allait pas m'embêter, tu vois, parce que le cliché de la fille maghrébine qui se bat dans son quartier, etc. C'est comme ça qu'on a voulu me représenter. Maintenant, à ce moment-là, je le prenais bien, mais avec du recul, quand j'y pense, je me dis, ouais, Bah, ouais, c'est chaud. C'était complètement chaud, c'était complètement anormal de juger une personne à travers des stéréotypes. Mais est-ce que le corps enseignant, il avait aussi ce stéréotype-là vis-à-vis de toi? C'était oui. aussi, c'était pas que les élèves? Ouais, surtout au lycée militaire, j'avais un adjudant-chef raciste. Tu sais, parce qu'en fait, ta phrase, elle est ouf. J'avais un adjudant-chef raciste. On dirait que tu parles même pas de l'école, quoi. Enfin, c'est vraiment militaire, quoi. Enfin... Ouais, militaire, mais en fait, si tu veux, les profs, c'était des civils, mais l'encadrement, on était en internat, on avait des tenues bleues, tu vois, c'était pas des tenues d'armée, c'était des tenues bleues de militaires. Et en fait, pourquoi j'ai voulu faire cette école? Parce qu'il y avait un haut taux de réussite au bac. Et comme mon père venait de décéder, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour honorer sa mémoire? J'ai envie de faire de longues études, j'ai envie de le rendre fier, etc. J'ai vu les Saint-Cyriens défiler. Je me suis dit, allez, tiens, je vais faire une école militaire comme ça. Voilà, mon avenir, il est tracé. Après, je sais pas, soit je fais une prépa, soit je fais... voilà. Bref, j'ai fait une école de commerce après, donc je suis sortie de l'armée. Mais donc cet adjudant-chef-là était raciste, ça on le savait tous. Tu vois, c'est-à-dire qu'on prenait pour les autres. Et on s'en prenait plein la tête. Un jour, je me rappelle, il y avait moi et un autre gars, en plus c'était un juif, qui s'appelait Eric. Et on a, genre, je crois que j'avais pas une ceinture, j'avais pas la tenue spéciale. Il nous a mis face au mur, les mains pour nous punir. Bêtise, je veux dire, c'est genre, on a oublié notre ceinture. Lui, je sais pas s'il avait pas le bon t-shirt. Il nous a mis face au mur, les mains sur la tête, les jambes écartées comme si on était des prisonniers. Humiliation devant tout le monde. Les gens venaient en rang au réfectoire et ils nous voyaient comme des prisonniers comme ça. On est resté peut-être. Vous êtes restés comme ça? On est resté peut-être, je sais pas, une demi-heure comme ça. C'était sa punition. Ça m'a choquée, vraiment. J'étais en 4e, je crois. J'étais choquée. C'est violent quand même. C'est archi violent. Et du coup, les autres élèves, ils n'avaient pas ce genre de traitement? Non, bah eux, ils avaient de la peine pour nous. Enfin, ils savaient que c'était pas normal. Et puis comme, tu vois, en fait, quand on est à l'école, j'ai l'impression qu'on crée des liens. Tu sais, c'est comme les enfants. Je sais pas si tu vois, les enfants, ils voient pas la couleur de peau, ils voient pas les origines sociales, ils voient pas tout ça. Ils n'ont pas conscience de tout ça à un jeune âge, tu vois. Et quand tu te lies d'amitié avec des personnes, moi je me suis liée d'amitié avec des personnes qui sont hors sujet avec moi, que ce soit de par leur héritage culturel ou leur milieu, ou tu vois ce que je veux dire. Mais voilà. Et c'est après, je crois que c'est plus tard, quand tu commences à te construire en tant qu'individu, tu vois. Quand tu t'intéresses à la politique, tu t'intéresses à ci, à ça. Ça dépend du développement émotionnel et psychologique aussi de chacun. Et c'est à partir de ce moment-là où tu choisis plus tes affiliations. Tu vois, par exemple, moi, quand il y a eu à partir du 7 octobre, j'ai perdu beaucoup d'amis. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça fait le tri. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme... Parce que voilà. Parce qu'on a des responsabilités et qu'on prend nos responsabilités, tu vois. Bien sûr, je comprends ce que tu veux dire. Donc toi, tu m'as parlé de la période du collège aussi? Pour en revenir à toi. La période du collège, c'est là, je trouve que, bon, déjà, tu deviens pré-ado, ado, tu rentres aussi dans une autre étape de ta vie. Je pense, ne serait-ce qu'en termes d'individu, tu essayes de t'affirmer un peu plus ou alors de te fondre dans des groupes selon les affiliations. Donc le collège, en vrai, pour moi, cette période-là, c'était un peu la guerre, quoi. Je sais pas, hein, mais je pense que pas mal de personnes peuvent en témoigner, mais c'est peut-être le moment où, je sais pas quoi, les kids, c'est les plus méchants, quoi. C'est chaud, en vrai, c'est... Bon. Mais, après, le collège se passe et j'ai plus des expériences traumatiques en tant que jeune femme en devenir que plutôt sur le plan racial.
tu vois. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup marqué à l'époque du collège. C'est-à-dire que moi, j'étais quand même dans un collège où il y avait énormément de violences sexuelles, en vrai. Et c'est pas des choses qui venaient du corps enseignant nécessairement ou des surveillants vis-à-vis des élèves. C'était les élèves entre eux, avec un rapport extrêmement genré à ces violences-là. Donc, les adolescents garçons vis-à-vis des jeunes adolescentes. Et on voyait des choses qui... maintenant, on en parle un peu plus en plus, et ça me fait plaisir que des gens aient à cœur de mettre ce sujet vraiment sur la table, parce que c'est des discussions qu'on entend où on dit, ouais, en général... c'est la double peine pour les filles qui sont victimes de violences sexuelles très jeunes, parce qu'en plus souvent on crée des rumeurs autour d'elles et on leur fait une réputation de filles faciles, de PUTE ou qu'en sais-je, alors que souvent en fait ce qui se passe derrière c'est des agressions sexuelles, c'est des viols qu'en plus il faut taire et puis ça circule dans toute la cour, etc. Donc c'est quand même un sujet qui est un peu plus décloisonné maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque on n'en parlait pas, mais c'était un secret de polichinelle. Moi je sais pas si tu as vécu ça, mais moi ce qui m'a vraiment marqué à l'époque du collège, et je pense pour pas mal de jeunes filles de mon âge, un peu plus âgées ou un peu plus jeunes à l'époque, c'était des choses graves, quoi, parce qu'en fait, dans mon collège, il y avait un grand parc devant avec des étangs, des lacs, etc. Et on savait ce qui se passait dans ce parc à la sortie, tu vois. Et il y avait des filles qui se faisaient violer par leurs camarades de classe. Des choses aussi qui se passaient dans les toilettes du collège, tu vois. Et on faisait passer ça pour un acte d'une dévergondée qui a fait ça avec un gars, mais souvent l'arrière en fait de l'histoire, il était extrêmement macabre. Et effectivement, ces filles-là se retrouvaient avec des réputations extrêmement difficiles de s'en défaire. Enfin, ça rentre aussi dans le cadre du harcèlement scolaire, quoi. Et à l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux et tout ça, avec ce continuum de violence en fait qui est incessant, parce que maintenant en fait les jeunes qui vivent ça, non seulement c'est dans leur établissement scolaire, mais en plus ça continue sur les réseaux sociaux même une fois qu'ils ont quitté l'établissement, et donc voilà quoi. Mais moi ce qui m'a vraiment marqué à l'époque du collège, c'est plus ça que les violences raciales. Et qui peuvent avoir attrait à la race, etc. C'est important d'en parler parce que j'ai l'impression que nous, les femmes, et en plus d'origine maghrébine, on a cette pression sur la vertu, et surtout, je pense qu'aussi dans ton lycée, il y avait plus de gens de nos communautés, et c'était très mal vu, ne serait-ce que de tenir la main à un garçon, ou de faire la bise à un garçon. Moi, j'avais pas de petits copains, toute ma période collège-lycée, j'ai pas eu de petits copains. J'avais des amoureux, voilà, on tombe tous amoureux, bien sûr, mais j'imagine dans les lycées publics, les femmes, les réputations, tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de sujets tabous, et je pense que ouais, dans ton expérience à toi, tu as dû être témoin de choses comme ça. Mais je pense que ça dépend des établissements aussi encore. Moi, j'ai vraiment vu la différence entre le collège où j'étais et ensuite quand je suis passée au lycée. Je pense qu'il y a un tri aussi qui se fait peut-être aussi à ce niveau-là, parce que bon, déjà c'est pas tout le monde qui va au lycée général, il y en a qui vont dans des filières technologiques, il y en a qui optent pour des secteurs, des filières professionnalisantes, etc. Donc en fait on est plus dispatchés au collège, on était vraiment, tu vois, tous ensemble. Mais je crois aussi qu'au lycée, et quand tu commences à rentrer dans une forme de... Enfin, tu sais que ces années-là, elles vont être un peu déterminantes si tu veux faire des études supérieures, si tu veux commencer un métier tôt, etc. Enfin, tu vois, il y a un tri aussi qui se fait à ce moment-là. Et enfin, je parle même d'un tri, tu vois, dans ta tête. Enfin, tu réfléchis autrement, peut-être, tu vois, tu commences à te dire que tu commences à t'orienter vers ta vie professionnelle future ou estudiantine future si tu veux poursuivre tes études. Mais le collège, il y a vraiment un truc bête et méchant, il y a un truc avec la reconnaissance par le groupe de pairs, tu vois, qui pousse aussi pas mal de gens, de jeunes en fait, à faire des choses parce que c'est aussi l'effet de groupe et tout ça. Et là encore, dans ce truc de violence sexuelle, il y avait ce truc aussi, tu vois, des groupes de garçons qui étaient assez... Mais c'était chaud parce que tu vois, il y a aussi aujourd'hui beaucoup de témoignages sur ce qui se passe dans les cours de récréation et l'inertie des corps enseignants ou alors des CPE, etc. Quand tu vois, plein de filles se plaignent de se prendre des mains aux fesses, etc. Tu vois, et on leur dit « Ah mais non, tu sais, les garçons c'est comme ça. Ah mais non, tu sais, les garçons c'est immature. » Tu vois, tout ça, on l'a vécu, tu vois, les filles de ma génération, etc. Et
c'était même pas un sujet, tu vois, même que de l'énoncer et de le dire et d'en rapporter à peut-être à l'équipe de... Comment est-ce qu'on dit c'est pas les enseignants, c'est... en tout cas, les surveillants, etc., Ouais, les surveillants, les équipes éducatives, tu vois, pour qu'il y ait potentiellement sanction. C'était pas du tout un sujet. Donc, tu rentres aussi dans des mécanismes de défense, de violence, etc. Enfin, tu vois, il y a plein de mécanismes de violence qui s'exercent à ce moment-là, à plein de niveaux. Et puis, c'est pas simple parce que du coup aussi, ton corps, il change, t'es pas nécessairement à l'aise avec ton corps et on vient te malmener, à te toucher, tu te sens scruté. Tu vois, il y avait plein de choses. Et donc après, quand on commence à rentrer dans des choses beaucoup plus graves comme les agressions sexuelles qui commencent par une main aux fesses d'ailleurs, et ensuite ça va jusqu'à des viols, il y avait aussi, tu vois, des filles qui... elles disparaissaient pas, mais elles venaient plus pendant un tot de temps, tu vois, à l'école, et voilà, quoi. Et puis, il y avait plein d'histoires qui circulaient, mais va savoir ce qu'il y avait vraiment derrière, quoi. Ouais. Donc bon, c'était chaud. Et au lycée... il y a vraiment eu une nette différence où les gens sont beaucoup plus... en tout cas, dans mon lycée, c'est mon expérience. Je pense aussi, encore une fois, que ça dépend des établissements. Ouais. Mais le lycée, ça allait. Mais c'était vraiment, pour moi, le collège. Et quand on regarde, tu vois, avec mes amis d'enfance avec qui on a fait la scolarité ensemble, et on se remémore certaines choses. Et en fait, tu vois, on se dit, mais c'était extrêmement chaud, quoi. On se rend compte que c'était vraiment très chaud. Ouais, c'est vrai, ouais. Et ouais, donc moi, le collège, en fait, il est quand même vraiment marqué par ce climat-là, quoi, de pression, mais une pression qui s'exerce surtout sur les corps féminins qui sont juvéniles et qui sont en construction, parce que c'est la puberté. Et ouais, quoi, on te laisse pas de répit, quoi. Donc, c'était une période compliquée, quoi. T'as des amis qui ont souffert de ça aussi ou... Je pense que pratiquement toutes les filles... Tu as des anecdotes spécifiques concernant cette période, un truc qui t'a marqué, qui s'est produit peut-être j'ai pas trop envie de parler de ça comme ça ouvertement parce que c'est pas mes histoires et du coup elles ne m'appartiennent pas. Moi j'en ai été plus ou moins témoin parce que c'était des choses qu'on voyait, qu'on savait, qu'on nous a racontées, des gens qui se sont confiés, mais c'est pas un récit qui m'appartient. Moi j'étais là, Dieu merci. Il ne m'est rien arrivé d'aussi grave que ça. Moi, j'ai eu des histoires d'attouchement, etc., de mains aux fesses, machin et tout, mais c'est pas aller plus loin que ça. Mais bien sûr que je connais des filles qui sont plus mes amies aujourd'hui parce qu'on s'est perdu de vue et tout ça, mais qui à l'époque, oui, ont vécu des choses qui sont chaudes, quoi. Ouais, c'est grave. C'est grave, c'est super grave. Moi, je me rappelle dans mon collège, il y avait une fille aussi qui avait subi un viol par en plus un militaire. Ah ouais. Un des encadrants. Ah oui. Ouais, je me rappelle, ouais. Et puis on n'y croyait pas parce que il était très proche de nous, très sympa et tout. C'était le seul qui était un peu de notre côté, qui était cool avec nous. Et quand on a appris ça, après lui, il a été démis de ses fonctions, etc. Ouais. Après, on ne sait pas le... Et puis surtout la pression que la jeune fille elle a derrière, quoi. C'est-à-dire que comme il a été très apprécié, c'était l'un des seuls qui était sympa avec nous, qui était cool. Après, dès que ça se sait, tu as tous les autres camarades qui s'en prennent à la fille. T'es une menteuse. Enfin, tu changeais de collège après, hein, tu te doutes bien. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Surtout quand c'est des mineurs. C'est comme ça qu'on se construit en tant que femme. Hein, avec toutes ces choses-là, que ce soit la pression de nos familles aussi. Je pense aussi aux femmes qui sont issues de la diaspora africaine, qui ont des familles, des parents qui veulent tellement qu'on réussisse et qu'on soit des modèles de vertu, qui nous empêchent de faire beaucoup de choses. Et puis à un moment donné, on a envie de prendre son indépendance, on se rebelle et parfois on essaie de mener la vie qu'on veut et ça déplaît aux parents qui tout de suite ont des a priori et des injures nous concernant. Et c'est vrai que moi je trouve que les femmes maghrébines, elles ont beaucoup de pression vis-à-vis de leur vertu. Oui, il faut être vierge au mariage, faut pas faire ci, faut pas faire ça et tout ça. C'est une façon en même temps de nous protéger, mais c'est une façon de nous contrôler aussi, dont il faut parler, tu vois, parce que je veux dire... et la compétition aussi, moi c'est ça, je me souviens quand j'étais petite, entre les cousines, tu vois. Ah ouais? Ouais, moi je me souviens,
de conversations. Bon, j'étais très jeune, hein, je devais avoir 10 ans, de mes grandes cousines qu'elles avaient entre elles, tu vois. Genre, pourtant, c'était des gens éduqués, c'était des gens qui avaient fait des études, qui allaient... Et ça m'avait vachement étonnée que ça parle direct à l'âge de 16 ans. Oui, c'est pas une fille bien parce qu'elle sort en boîte. Oui, parce que si, parce que ça. Oui, bah, elle trouvera jamais de mari. Ce genre de conversation-là, ça m'avait choquée. Oui. Je sais pas, vous, les filles, chez vous, si vous avez déjà entendu vos grandes sœurs, vos tantines ou vos tantes parler comme ça d'autres femmes. Tu vois, je veux dire, je trouve qu'il n'y avait pas trop de sororité. J'ai pas compris que tu parlais de sexisme intégré vu qu'on parlait des études. Je pensais que c'était la compétition vis-à-vis de qui réussit le mieux. J'ai pas compris qu'on parlait de biais sexistes intégrés, mais ok, oui. Tu t'en penses quoi de ça? Ben, je pense que c'est vrai, tu vois. Après, moi, le truc, et peut-être ma chance, c'est que moi, j'ai 2 frères. Ouais. Donc, les comparaisons ne se faisaient pas à ce niveau-là, tu vois. Mais... tu vois, dans ma famille non plus, tu vois, on n'a pas non plus, on n'a pas beaucoup grandi avec un truc de comparaison avec nos cousins, tu vois, et notamment nos cousins et cousines d'Algérie. On n'a pas grandi avec... c'est pas vraiment la mentalité des gens de ma famille, tu vois, et ça, c'est cool. Ouais. Mais je suis bien consciente aussi quand même que peut-être qu'on fait... un peu exception. Non, c'est pas une mentalité avec laquelle j'ai grandi. J'ai connu d'autres trucs vraiment... dépréciatif et pas cool, mais ce truc de comparaison entre les cousines, non mais nous tu vois ça va être par rapport aux études, tu vois, dans tous les cas. Voilà, mais nous c'est même pas une mais nous c'est pas une comparaison, c'est même pas des comparaisons avec d'autres personnes, c'est juste que c'est jamais assez. Et pour qui, c'est un grand point d'interrogation du coup, mais c'est juste que on te compare à personne, mais on va toujours te dire que non, c'est jamais assez. En tout cas, ou même si on te le dit pas clairement, on va te dire que ce que tu fais. Et ça va, tes frères, ils étaient pas trop protecteurs avec toi, ils te disaient pas, ouais, tu rentres à telle heure. Mais jamais de la vie. Mais c'est trop bien. Mais impossible. Parce que j'ai pas non plus un tempérament, je suis pas du tout avec une personne à qui tu peux dire ça, tu vois. Parce que moi, tu me dis, ouais, rentre à telle heure. Je dis, mais toi, rentre à telle heure si ça te ça va pas ou quoi. En revanche, moi, ça, c'est mon père qui faisait ça, avec moi. Mais à aucun moment, mes frères n'ont eu... on leur a jamais délégué cette responsabilité. Je pense que même si on leur avait délégué, je l'aurais rejeté de moi-même parce que c'est hors de question. Mon grand frère, il a 1 an et demi plus que moi, donc on n'a pas non plus une très grande différence, quoi. Donc moi, je considère pas vraiment qu'il y ait un ascendant d'aînesse si évident que ça. Et mon petit frère, c'est mon petit frère. Moi, j'ai poussé sa poussette. Qu'est-ce qu'il va me dire s'il voulait... Parce que c'est pas du tout son genre. Mais s'il voulait me dire un truc, il sait très bien que je dirais qu'est-ce qui t'arrive donc non. C'est trop mignon. Donc c'est pas ça. Mais par contre, oui, à l'adolescence. Et tu vois, pour moi, en tout cas, dans ma famille, c'était pernicieux. Parce que... Et peut-être que tu pourras en parler, peut-être aussi que tu as vécu ça. Et je pense que pas mal de personnes... Et c'est pas juste vis-à-vis des filles, tu vois, mais c'est tout... c'est tout ce qu'on ne verbalise pas, mais qu'on fait planer, tu vois, comme pression, tu vois. C'est-à-dire que mon père, tu vois, typiquement, c'était pas, quand j'étais jeune, c'était pas quelqu'un qui allait ouvertement me dire « fais pas ci, fais pas ça », tu vois. Et aussi parce qu'il avait l'intelligence de se dire « non, c'est pas trop de bon ton d'imposer un truc comme ça, parce qu'il y a un truc un peu arbitraire ». Donc, on va faire planer le fait que ça ne va pas se faire. Et qu'il ne faut pas que tu oses demander ou redemander de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est cette... je ne sais pas si on peut dire ça. C'est un peu un équilibre de la terreur. Tu vois, cet art du non-dit. Tu sais que si tu demandes ce truc-là, c'est chaud. Tu vois, alors que le truc en question n'est pas ouf, quoi. Mais genre, de sortir ou de faire un truc comme ça. Il n'était pas du tout comme ça avant l'adolescence. Et pendant l'adolescence, par contre, il a commencé à être beaucoup plus répressif. Et puis voilà, quoi. Après, moi, je suis partie, donc il n'y avait plus rien à dire, quoi. Quand tu es partie, donc du coup, tu as choisi la filière du journalisme? J'ai choisi le journalisme, pas par hasard, mais j'ai fait d'autres études avant, de faire des études de journalisme. Et en fait, moi, mon problème, c'était que je m'intéressais à beaucoup de choses. Et en fait, quand tu t'intéresses à beaucoup de choses, et je pense qu'il y a plein de personnes qui vont se reconnaître là-dedans, et ça aussi... C'est dur, hein. Ah ouais, non, mais c'est dur. Et la mentalité française, elle est très... Il faut que tu fasses un truc et tu vas le faire toute ta vie. Et si tu arrives à le faire bien, et ben c'est déjà bien. Tu sais, on n'a pas cette... et c'est dans notre éducation, c'est même, tu vois, comment on va... vu qu'on parlait d'école, on peut même en parler, tu vois. C'est comment, en fait, on va difficilement valoriser
le potentiel des élèves, leurs différences. C'est beaucoup rentre dans le moule. Enfin, il y a beaucoup aujourd'hui de personnes qui parlent du modèle d'éducation qu'on a en France comme un modèle qui est complètement qui est archaïque, et parce que en fait il n'aide pas à développer pleinement son potentiel en tant qu'élève, mais finalement en tant que futur professionnel et puis d'adulte en devenir, quoi. Il y a beaucoup ce truc qui est très qui t'écrase, quoi. Enfin, c'est très dépréciatif, même la manière dont on te valorise même en te dépréciant, tu vois. Système de notation, c'est ça, donc voilà. Alors donc que t'es peut-être pas fait pour ça, c'est tout. Oui, puis au-delà de ça, ça ne peut convenir qu'à un ou deux types d'élèves, quoi. Et du coup, ça en exclut beaucoup. Et je parle de là dans la manière qu'ont certains d'élèves d'apprendre, parce qu'on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses, en fait. Pour apprendre, ne serait-ce qu'on n'a pas tous le même type de mémoire, mais on va être plus ou moins sensible à certaines approches. Mais dans tous les cas, je trouve que l'approche qui est faite, elle est très... c'est comme ça qu'il faut être, et si t'es pas comme ça, t'es pas dans les clous, donc tu vas être en échec. Et on te fait planer ce truc de l'échec extrêmement rapidement. À quel moment dans ta vie tu dis à des gens au collège tu as raté ta vie, mais ça va pas ou quoi? Et ça, on l'a beaucoup entendu. Et tu te dis mais ça va pas ou quoi? On l'a entendu, ouais. Donc c'est triste. Donc, et moi, en tant que personne qui m'intéresse à beaucoup de choses, et ben en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Puis tu fais plein de choses aussi maintenant. Aussi. Tu vois ce que je veux dire? Aussi. Moi aussi, quand je suis arrivée, j'ai dit ouais, je savais pas quoi faire. Je m'intéressais à la politique. Après, je m'intéressais, je voulais aller aux États-Unis, je voulais faire une école de commerce, je voulais faire plein de choses. Je voulais être chanteuse, je voulais être artiste, actrice. Et j'étais là, ma mère, c'est vrai que ma mère elle voulait que je fasse. Mon père aussi, mon père, après, je l'ai perdu jeune, mais ma mère, elle a continué avec ce truc de oui, tu fais minimum un master, au moins 5 ans d'études, t'es pas obligée d'aller jusqu'au doctorat, mais quand même, tu vois. Donc du coup, j'ai fait 6 ans d'études. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Après, j'aimais beaucoup ce que je faisais. J'ai voyagé aux États-Unis, j'ai monté un petit business, j'ai essayé de charbonner, de payer mes études, de vivre un petit peu mon rêve d'aller étudier aux États-Unis. Mais il n'empêche que, il y avait l'artistique que je voulais développer aussi, tu vois. Mais j'ai l'impression que nous, on est une génération un peu d'autodidactes, d'entrepreneurs, tu vois. On a moins peur que nos parents. Nos parents, c'était vraiment avoir son CDI et travailler et avoir la sécurité, la stabilité. Tu vois ce que je veux dire? Parce que nous, on n'est pas arrivé aussi à une ère où la stabilité que eux ont connue, elle s'effrite. Donc on peut aussi pas aspirer à ce même modèle tout tracé, en tout cas pas tout tracé, tu vois. Mais franchement, je trouve ça bien d'un côté parce que on a le choix et on s'accroche aussi parce que tu sais. Tout ce qui est être entrepreneur et tout ça, c'est difficile parce que tu n'as pas la garantie, tu n'as pas la stabilité, etc. Moi, combien de fois ma mère, quand j'avais des moments un petit peu compliqués, difficiles, me disait mais tu as un master en marketing, va travailler pour une boîte, quoi, tu vois. Pourquoi tu ne vas pas travailler en marketing pour une boîte ou je ne sais quoi, tu vois. Et je lui disais, non, tu vois. Non, parce que je veux créer mes trucs à moi et puis ça me sert à moi. Enfin, ça me sert dans tous les cas, tu vois, ce que j'ai fait. Mais donc, ce que tu me dis, ça fait quoi? Une discussion que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça avec ma mère où en fait, en gros, elle m'a dit je pense que on voulait vous amener à votre plein potentiel et tout ça. Elle m'a dit mais je pense qu'on ne s'est pas bien mis d'accord et on n'a pas vraiment... on n'a pas bien réfléchi à ce que c'était véritablement réussir, en fait. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, waouh! Mais c'est trop bien qu'elle ait cet éveil de conscience. Parce que la réussite, les gens, soit ils la quantifient avec ce que tu as sur ton compte en banque, soit c'est le nombre de tes abonnés. C'est quoi la réussite, tu vois? Moi, je pense que la réussite, c'est d'accomplir... C'est propre à chacun, en plus. Voilà, c'est propre à chacun. Moi, je pense que c'est propre à chacun, tu vois. Et quand elle m'a dit ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vrai que je pense qu'elle se rend compte que ce qu'elle avait peut-être prévu pour nous, ça s'est pas vraiment passé. C'est peut-être pas plus mal, quoi. Ouais. Parce que... et peut-être aussi qu'elle a vu que là où on a essayé de nous orienter, c'était pas ce qui nous convenait et ça nous rendait peut-être pas heureux. Donc, pourquoi aussi, tu vois, forcer vers une voie qui n'est pas la tienne? Et moi, en fait, tu vois, mes études, c'était beaucoup ça, quoi. Moi, j'étais très intéressée par la sociologie. Et tu sais, en fait, quand tu es au lycée, on est là, on dit, ouais, fais gaffe, tu choisis tes études, après, tu pourras pas faire machine arrière. Mais grave, moi aussi, je l'ai eu, ça. Bien sûr que si. Enfin, c'est fou, mais bien sûr que si. Mais c'est fou. Tout le monde te projette leurs insécurités. Mais c'est incroyable. En quoi ça te concerne? Et ouais, parce qu'en fait, les limitations de chacun ne sont pas forcément celles des autres, tu vois. Il faut faire attention aussi de ne pas laisser les gens entrer
dans ta tête, surtout quand tu as ta trajectoire et que toi, tu vois clair, tu as ton tunnel vision, tu as ton goal et tu fonces. Et faut pas laisser les gens commencer à te mettre des doutes dans ta tête parce que tu vas t'arrêter sur le chemin, tu vas perdre du temps à écouter leurs insécurités et ça t'empêche d'avancer, tu vois. Bah oui, mais le problème aussi, c'est que quand ces gens-là, ils font autorité sur toi, comment tu fais? À un moment donné, tu vois, quand tu es jeune adulte, tu vois, c'est un peu compliqué. Après, tu vois, moi, j'atterris dans le journalisme parce que, in fine, je me dis, bon, c'est la bonne excuse pour m'intéresser à tout et être payée pour ça, tu vois. Grave. J'ai jamais rêvé d'être journaliste. Je me dis juste que c'est la bonne excuse pour m'intéresser à tout. C'est pas... Et même si tu me demandes aujourd'hui, pour moi, le journalisme, c'est plus une compétence que juste... C'est pas ma vocation, c'est un de mes métiers, mais c'est plus une compétence que j'ai développée et que j'ai poussée à un certain niveau que mon seul et unique métier ou ma vocation, tu vois. Moi, j'estime que c'est très difficile et je trouve qu'on t'enferme vraiment dans une case. Et en France particulièrement, on te définit à travers le job que tu occupes, tu vois, à travers ton métier. Quand tu arrives en soirée, tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Ouais. Je déteste ce genre de questions parce qu'en fait, les gens, inconsciemment, ils vont te mettre dans une boîte, tu vois. Ils vont évaluer le taux de respect qu'ils te doivent en fonction de ta profession. Ouais. Ou même, je sais pas moi, ou ton âge, ou les questions, ton âge, ta profession, si tu es célibataire ou pas, repas de famille, alors, c'est toujours célibataire et tout. Et tout de suite, voilà. Non, mais en fait, ça, c'est des sujets qui reviennent et tout de suite, je comprends pas en fait. Toi, t'es pas comme ça, mais je pense que ça en dit plus sur ton interlocuteur que sur toi, tu vois. Voilà, il te connaît pas et en fait, il a besoin pour t'appréhender avec plus ou moins de décence, il a besoin de savoir dans les cases qu'il estime être peut-être les plus importantes, lesquelles tu coches ou pas, pour définir une sorte de profiling, tu vois, comme un sas de profiling. Puis après, tu vois, en fonction de ça, il va peut-être creuser ou pas avec toi, j'en sais rien, tu vois. Mais dans tous les cas, oui, ce truc de tu fais quoi dans la vie, est-ce que ça te définit vraiment? Parce que je sais plus avec qui je parlais de ça récemment, mais je pense que la majorité des gens sur cette planète n'occupent pas le métier qui les fait rêver, c'est pas leur passion, mais parce qu'en fait, on vit dans ce monde capitaliste, en fait, il faut de l'argent pour vivre, t'as pas le choix. Je pense qu'on est très peu à faire un métier qu'on aime vraiment et qui nous fait vivre, tu vois. Et c'est une chance. C'est une chance. Donc, définir les gens à travers le poste qu'ils occupent, je trouve pas que ce soit... C'est viser à côté je trouve pas, quoi. Chacun a sa pierre à ajouter à l'édifice. Et c'est vrai que réduire une personne en fonction du job qu'elle occupe dans ce laps de temps-là, parce que regarde, là, tu as peut-être la vingtaine, tu fais ça, peut-être après tu vas changer de profession, après tu vas... Combien de gens se trouvent à faire des reconversions de carrière parce que... Bien sûr. On ne se connaît pas, c'est pas à 18 ans qu'on se connaît, on sait tout de suite, on te met une pression. On ne te laisse pas vraiment le choix ni le choix à l'erreur, mais très tôt, je pense que on te fait planer l'échec comme un truc hyper grave déjà, et comme un truc dont tu te relèveras jamais. On te fait planer l'échec comme une fatalité, et ce truc cathartique, il faut arrêter, quoi. Ouais. Parce que en vrai, il y a plein de choses qui sont possibles, mais on te fait vraiment... Et en plus, à des moments clés, je trouve que l'accompagnement, il n'est pas difficilement réussi. Après, je parle pour mon époque. Moi, tu vois, ça, c'était il y a plus d'une dizaine d'années. Ouais. J'ose espérer qu'aujourd'hui, ça a un peu évolué, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, à mon époque, c'était, on te faisait planer ça en mode « choisis bien ». Ouais, c'est vrai. Tu ne pourras pas faire machine arrière. C'était un peu ça, quoi. Pour toi, tu as déjà été confrontée à l'échec? Je pense que oui, on l'a forcément tous été. Comment tu as su t'extirper de ces situations et d'évoluer? Je crois que c'est parce que je fais évoluer ma définition de l'échec en plus. En plus. Mais parce qu'en vrai, moi, tu vois, on m'a beaucoup fait planer l'échec, comme tu réussis pas tes études, t'as pas... Bon, je viens quand même d'une famille très conventionnelle à ce niveau-là et tout ça, et donc du coup, les codes de la réussite, ils sont très scolaires, ils sont très intellectuels en fait. Et peut-être, tu vois, aussi le défaut de l'éducation que j'ai eue, c'est de se dire qu'il y a peu de place pour ce qui te fait vivre, en fait, pour ce qui est organique, pour l'émotion, tu vois. Non pas que mes parents et les gens de ma famille sont des gens complètement asociaux, hein, c'est pas ça que je dis, mais tu vois, tout doit être
raisonnable et raisonnée. Tu vois, il n'y a pas de place à l'émotivité parce que sinon, en fait, on ne t'écoute pas. Tu n'es pas audible. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tu n'es pas crédible. Donc, reviens quand tu es capable de formuler un argumentaire précis et on t'écoutera. Et là, ta parole, elle aura de la valeur. Mais il n'y a pas de place pour l'émotivité, en fait. Et tu vois, du coup, même dans cette... j'y viens à la réussite et à l'échec. Mais du coup, dans cette conception de ce qu'est la réussite, tu te rends compte que c'est quelque chose de très linéaire, de limite très écrit depuis le début, qui laisse pas de place en fait in fine à ce qu'est la vie. Et la vie, c'est énormément de choses. C'est des hauts, des bas, beaucoup d'aléas. Faut savoir aussi, je pense, laisser de la place à l'imprévu, à la spontanéité. Et moi, j'ai été éduquée dans un truc très cadré, tout doit se calculer. Et moi, en fait, j'ai un côté où je suis très organisée, je suis très structurée. Mais d'autre part, je suis complètement l'opposé aussi. Et donc moi, en fait, j'ai dû apprendre à jongler avec tout ça en moi. Et pour être, je sais pas... mi-très structuré, mi-très spontané, tu vois, et comment tu apprends à vivre avec ces composantes-là et en fait à te forger en fait une existence qui te ressemble avec ce que tu peux et ce que tu veux et ce que tu essayes d'obtenir, et ça à plein de niveaux. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre, tu vois, parce que j'ai vraiment été... c'est limite un formatage, quoi. Donc pour toi, quand tu avais des échecs, c'était vraiment grave, quoi. C'était pas vraiment grave, en plus, parce que j'étais un peu aussi en rébellion contre mes parents et leur truc de dire, non, mais en fait, vous, c'est que l'école. En fait, en dehors de ça, il n'y a rien, quoi. Enfin, ça n'existe pas. Les gens n'existent pas. Enfin, et j'ai eu la chance aussi, tu vois, d'être très proche de ma grand-mère maternelle, qui était prof de français et prof d'histoire, et qui, elle, m'a donné beaucoup de connaissances. Et c'était une femme qui, pour moi, était exemplaire parce que sa pensée, elle n'a jamais été arrêtée. Et on a tendance à penser que quand tu atteins un certain âge, oui, bon, c'est compliqué de faire évoluer les gens. Et moi, ma grand-mère m'a vraiment fascinée par sa capacité à toujours remettre en cause ce qu'elle pensait savoir. Et c'était quelqu'un de vraiment d'une très grande érudition. Et elle remettait constamment en cause, en fait. Et même ce qu'elle avait pu enseigner. Un jour, moi, tu vois, ma grand-mère me dit, moi, je pense quand même que j'ai dû enseigner des choses qui étaient complètement à côté de la plaque. Donc, tu vois, et elle me dit ça, elle a plus de 80 ans, tu vois. C'est bien de se remettre en question. Ouais. Même moi, dans mon évolution, des fois, j'ai peut-être eu des jugements ou des choses qu'aujourd'hui, je ne tolérerais pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça prouve qu'on évolue. Mais c'est ça. Donc, tu vois, pour moi, en fait, je pense même que ma définition de l'échec, je la revois toujours. Mais in fine, tu vois, moi, je crois que ma plus grosse crainte, et ce qui serait vraiment un échec, c'est de me dire que j'ose pas, que je n'essaye pas d'aller vers ce dont j'ai envie, tu vois. Parce qu'on te fait beaucoup croire que l'échec, c'est de ne pas réussir ce que tu as envie de faire. Moi, je pense que le vrai échec, c'est de te dire que tu ne vas pas essayer de le faire, quoi. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire dans la vie que de passer à côté de quelque chose que tu voulais faire ou de plusieurs choses. Et quand c'est trop tard, en fait, tu dis, en fait, j'aurais dû. Et ça, tu vois, pour moi, ça, ce serait vraiment l'échec. Tu sais ce que j'ai écrit sur ma carte de visite, dans le dos de ma carte de visite, quand j'avais fait mes cartes de visite, j'avais dit, le plus grand des échecs, c'est de ne pas oser. Et ben voilà. C'est exactement ce que tu dis. C'est ça. Parce que vivre avec le poids du regret, je crois que je ne me pardonnerais pas ça, quoi. Et pendant longtemps dans ma vie, parce que toutes ces conventions, tu vois, et tout, j'ai pas osé. Et parce qu'on m'a toujours fait comprendre, tu vois, ouais, t'es trop rebelle, ça marchera jamais là, t'as un trop gros caractère, t'es trop ci, t'es trop ça. Quand dans ta vie aussi, je crois que tu commences à comprendre que t'es toujours trop ou pas assez, tu dis, oh bah vas-y, fuck, autant que je sois moi, et puis je... Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ça, à l'apprendre, se fait de l'auto-sabotage. C'est ça. Moi, ça m'est beaucoup arrivé aussi, toi, tu t'es saboté souvent? Peut-être pas saboté, mais peut-être censuré, tu vois... Parce que aussi, c'est là aussi que c'est pas simple, parce qu'il y a la notion peut-être aussi de pudeur qui entre en ligne de compte là-dedans. Le côté public, quand tu t'exprimes aussi en public, il faut faire attention à ce que tu vas dire. T'as déjà eu le syndrome de l'imposteur? Ouais, je pense que je l'ai eu. Je pense que je dois encore l'avoir dans plein de choses. Je pense que le plus important, c'est de ne pas rester bloqué là-dessus. Et petit à petit, en fait, aussi, tu fonctionnes aussi en te comparant aussi à des personnes qui peuvent avoir des aspirations similaires sur tel ou tel truc, peu importe. Et tu te dis, en fait, mais pourquoi moi, non? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je pense que
Ça paraît simple comme ça, hein, ce pourquoi pas. Hein, mais c'est un travail de longue haleine, en vrai, pour arriver à se dire, mais en fait, pourquoi pas? Vas-y, je vais essayer. C'est un travail de longue haleine. Mais ouais, surtout quand tu commences aussi à sortir des sentiers battus, je le dis par rapport à moi, l'éducation que j'ai eue. Hein. Dès lors que tu sors d'un cursus estudiantin, et sortir d'un cursus estudiantin, c'est même sortir de la fac et aller dans une école privée, tu vois. C'est pas le cursus, tu vois. C'est... Il y a plein de choses comme ça où tu te dis, ah, vas-y, il faut, quoi. Donc, ouais, je sais pas si tu apprends à oser ou si c'est juste plus t'évolues, plus tu grandis, plus tu te connais toi-même et tu réfléchis et tu te dis, bah non, en fait, au bout d'un moment, est-ce que je suis vouée à toujours faire des choix par défaut parce que ça plairait au modèle pensé par le groupe social auquel j'appartiens, ma famille, etc. In fine, et jusqu'à preuve du contraire, c'est ta vie et pas celle des autres, quoi. Donc du moment non plus que t'es pas en train de causer outrance à autrui gratuitement, ça va, il y a pas... Il faut aussi réussir à sortir de ça, quoi. Ouais, complètement. Tu n'es pas non plus... C'est pas la plus grosse des difficultés non plus à surmonter. Il y a des gens qui vivent des choses beaucoup plus compliquées que ça, quoi. Enfin, ça va, on peut, quoi. Ouais. Sur tes réseaux sociaux et également dans ton podcast, tu parles beaucoup de l'identité amazigh. À quel moment tu as voulu justement reconnecter avec cette identité et faire tes recherches sur nos origines? Bah, si tu vois, moi, je grandis quand même avec mon père qui... Mon père, en fait, c'est pas... Tu m'as posé la question de la transmission tout à l'heure. Et en fait, lui, c'est fou parce qu'en fait, il m'a donné beaucoup de pistes sans nécessairement creuser. D'accord. Mais il a donné beaucoup de pistes. Mais il a quand même su me donner des vraies clés, quoi. Et donc, moi, il m'a quand même toujours dit que, ouais, faut quand même pas oublier que nous, on n'est pas des Arabes. Tu vois, il dit, c'est quand même fou qu'on dise ça parce que... il parlait pas que de nous, en plus, il parlait des Nord-Africains de manière générale. C'est quand même fou qu'on nous appelle les Arabes, alors que, bah non, on est des... C'est un universitaire, et beaucoup d'universitaires emploient le mot berbère. On est quand même des berbères, on est des amazirs, quoi. Et moi, en fait, aussi, la famille de mon père, c'est une famille métisse, en fait. Le père de mon père est noir, et ma grand-mère est une amazigh de la région d'Oran. Et donc, du coup, en fait, il y a aussi un truc très physique, où l'étiquette d'arabe, quand tu vois mon père, tu dis... Ouais, non. En tout cas, il ressemble à un entier, on voit pas des photos. Quand il est arrivé en France pour faire ses études, on l'a pris pour un Caribéen, justement. Ouais. Mais du coup, il y a aussi un truc physique que je vois et qui est cool. C'est-à-dire que je pense que la génétique nord-africaine, elle est fascinante déjà. Et moi, en fait, je grandis dans une famille du coup qui est très métissée, ne serait-ce que du côté nord-africain, du côté algérien. Et pour moi, c'était tout à fait normal qu'on ressemble à énormément, qu'on ait des faciès extrêmement différents, mais au sein même d'une même fratrie, quoi. Même mon père, qui a son frère, ils ont même père, même mère, ils se ressemblent pas du tout, quoi. Enfin, mon oncle est noir avec des yeux verts, mon père a à peu près la même couleur de peau que moi, les cheveux crépus, les yeux verts, ils ont les mêmes parents. Quand on regarde même la génération au-dessus, on voit que dans une fratrie, en fait, il n'y a pas du tout les mêmes faciès. Et comme ça, sur des générations et des générations, et donc on se retrouve avec des caractéristiques physiques assez vaste et voilà, quoi. Donc mais c'est très bien, c'est qui on est, quoi. Mais donc du coup je parle de cette caractéristique physique parce que tu te construis avec ça en tant qu'enfant, et moi en fait du coup je me construis avec cette idée que bah oui, on peut ressembler à tout ça et on est nord-africain et c'est normal. Mais après, quand je grandis et qu'on me demande de justifier le fait que je suis nord-africaine, moi je comprends pas. Au début c'est bizarre. Et du coup, on m'a fait comprendre que je ressemblais pas suffisamment à ce qu'on attendait, en fait, d'une nord-africaine. Et après, quand on apprenait que j'étais née en Tunisie, bah, j'étais une blédarde, du coup. Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ces processus d'identification complètement... ça se tient à ça, du coup? Je comprends pas. Et donc, moi, j'avais plein de questions, nécessairement, parce que c'est quand tu te confrontes aussi à des regards dominants ou majoritaires sur toi que tu commences aussi à interroger du coup, ce que tu représentes dans un espace public, dans une communauté donnée, etc.
Et du coup, bah, moi, j'ai compris qu'on était une minorité dans une minorité en France, tu vois. Et je te le dis là comme ça avec des mots d'adulte. C'était des choses que je sentais en tant qu'enfant, mais que je ne pouvais pas verbaliser tel quel. Donc, c'était plein de questionnements. Et mon père, il répondait pas du tout à mes questions, alors que pour lui, c'était mon référent nord-africain, métis. Et lui, si j'avais des questions, il devait y répondre, tu vois. Tu sais, il me laissait un peu en plan, il me lançait des concepts, mais tu sais, il n'expliquait pas, tu vois. Mais c'est bien, ça t'a poussé aussi C'est ça qui m'a poussé à chercher. C'est ça vois. donc lui, en fait, tu vois, ça me rendait folle quand j'étais petite, parce que je posais des questions, il me répondait pas. Tu posais quoi comme question? Mais je posais, mais en plus, bon, j'avoue, je pense que c'était insupportable. Et je pense que mes questions, elles étaient incessantes, parce qu'une question en amène une autre, et je pense qu'au bout d'un moment, t'en peux plus, quoi. Ouais. Mais du coup, bah, c'était très bien, parce que ça m'a donné envie d'aller chercher. Et j'ai cherché, mais du coup, je reviens avec ce que je vais chercher, et on se parle. Des questions, ouais. Donc bon, il y a un échange qui se crée qui est très intéressant. Et c'est très bien, c'est très bien. Donc depuis petite... Donc depuis petite, moi, tu vois, c'est des choses avec lesquelles je grandis. J'ai toujours posé des questions, on m'a plus ou moins répondu. J'ai cherché, j'ai étudié. Et bah, vu mon métier aussi, que je travaille sur ces questions-là, bah, nécessairement, aujourd'hui, c'est le cœur de ce que je fais. Ouais. Donc, je travaille autant là-dessus en Afrique du Nord qu'en France, et avec plusieurs types de personnes, donc avec des académiques, avec des personnes des sphères militantes et des associations, et puis des personnes qui partagent gentiment avec moi leur expérience de vie parce qu'elles acceptent de témoigner dans mon podcast lorsque j'ai une problématique donnée, qu'elle soit ethnique, raciale ou les deux, et qui là, ces personnes-là se racontent, et elles ne se racontent pas seulement en tant qu'individus, même si c'est leur trajectoire personnelle, mais ce qui est intéressant, c'est que leur trajectoire, en fait, elle s'ancre dans un récit qui est beaucoup plus global, parce que, en fait, on regarde aussi les choses à l'échelle d'une société. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est tout ça. Et je pense que dans mon enfance, et vu la famille avec laquelle j'ai grandi, bah, en fait, j'ai eu de très bonnes bases pour étudier ça par la suite professionnellement en tant que journaliste, quoi. Donc en vrai, c'est des questionnements qui ont toujours été là, des questions que j'ai toujours posées, des recherches que j'ai toujours menées à ma manière, parce que quand t'es gosse, allez, démerde-toi, débrouille-toi, et voilà, quoi. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu mon métier, quoi. En quoi c'est important, justement, ce retour Là, tu as dit un truc super intéressant, ton papa qui a dit on n'est pas des Arabes, tu vois. Pourquoi c'est important, justement, de faire des vidéos, de parler de ça sur les réseaux sociaux, de se réapproprier cette culture qui est la nôtre? Ouais, après, tu vois, moi, quand il y a quelque chose que je tiens à dire, c'est parce qu'en fait, on a beaucoup tendance et je comprends les personnes qui pensent aussi comme ça, à opposer la mazirité à l'arabité. Faudrait-il déjà définir ce qu'est l'arabité? Parce qu'on voit que c'est quand même une nébuleuse. Hein. Ce qu'on va placer sous le label arabe, arabité, c'est quelque chose d'extrêmement mouvant. C'est une identité qui est quand même assez politique, parce que si on prend juste, si on est bête et méchant, jusqu'à preuve du contraire, les Arabes, c'est que les gens qui sont originaires d'Arabie Saoudite et rien d'autre, quoi. Ouais. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on considère comme étant le monde arabe? On voit parce qu'on regarde les Canadiens, ils se considèrent pas comme français, c'est ça. Alors qu'ils parlent le français. Enfin, je veux dire, dans certaines parties du Canada, bien sûr. C'est ça. Au Québec, tu vois ce que je veux dire, au Québec, ouais. C'est ça. Même les Belges, ils parlent français. Mais ils ne sont pas français. Donc pourquoi est-ce que les Algériens ou les Marocains ou les Tunisiens ou les Égyptiens, Libyens, je ne vais pas tous les faire, hein, mais pourquoi eux seraient-ils des Arabes? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ouais, c'est ça. Et tu regardes, on va donner un exemple qui est très... qui moi, m'avait beaucoup marqué, tu vois. Outre la construction de ce qu'est le monde arabe, politiquement, géopolitiquement, il y a la Ligue arabe aussi qui a été créée avec des pays qui ont été signataires, etc. Il y a des organisations quand même politiques, et voilà, et donc c'est de la stratégie. Mais en dehors de ça, quels sont les critères? À part la avoir l'islam comme religion majoritaire, et être arabophone, avec l'arabe inscrite comme une des langues, une des langues nationales. Ça se joue à pas grand-chose du coup. Tu vois, on peut faire peut-être un parallèle avec la francophonie aujourd'hui.
Tu vois, et tu as dit, les Québécois vont pas dire qu'ils sont français, même s'ils sont conscients de cet héritage-là. Il y a plein de pays en Afrique où le français est encore une langue officielle, parce que ce sont des anciennes colonies. Mais on va pas dire à ces gens-là qu'ils sont des Français. C'est pas vrai. Mais on peut se poser la question de ce qu'est la francophonie et quel organe est-ce pour justement être dans des formes de soft power dans les anciennes zones colonisées. Mais c'est intéressant de comparer ces constructions-là. Pourquoi nous, on va parler de monde arabe et pourquoi, typiquement, on va parler de francophonie. Bon, quelles sont les terminologies un peu dérivées, les petits subterfuges linguistiques qu'on va user. Nous, on n'en est même pas au subterfuge histoire de faire genre. Nous, on en est dans un truc, on dit les Arabes. Donc bon, c'est... Après, c'est la labellisation des colons. Les Arabes, c'est comme ça, les indigènes, c'est comme ça que les colons parlaient des peuples... qui étaient déjà présents. Ouais, mais il parlait aussi beaucoup de Nord-Africains. Ouais, il parlait beaucoup de Nord-Africains. Ils disaient beaucoup arabe. Quoi. Ouais, mais parce qu'en plus, ils ont fait la scission entre ceux qu'ils appelaient les Arabes et les Berbères, sur le biais linguistique. Donc ceux qui parlent Darija, c'est les Arabes, et ceux qui parlent les langues Tmazirt, c'est les Berbères. Donc il y a quand même pas beaucoup de subtilité là-dedans, sachant que il suffit que les gens quittent leur zone d'origine, si elles ne sont pas originaires de ville, et du coup, en une génération, tu perds la langue Tmazirt et tu parles Darija. Parce que c'est comme ça que tu communiques dans une grosse ville, tu vois. Donc, c'est quand même une distinction qui se fait sur des éléments qui ne sont pas très solides. Et maintenant aussi, je pense aussi qu'on a la création des identités nationales après les indépendances, la lutte contre le séparatisme qui s'est fait aussi par le fait de complètement balayer les questions raciales et ethniques, donc la question de la mazirité, mais du coup aussi la question de la race, quoi, qui peut être corrélable à la question de l'ethnicité ou décorrélable aussi d'ailleurs, et c'est pour ça que c'est très compliqué à étudier, et que les dynamiques même entre les différentes composantes des sociétés nord-africaines, elle n'est pas du tout simple. Donc après, il n'y a pas, comme je t'ai dit, il n'y a pas forcément un séparatisme. Hein, non, en fait. Mais le problème, c'est que aux indépendances, c'était considéré comme tel. Ouais. Et aujourd'hui, quand tu veux parler d'amazirité, et toi, je ne sais pas si tu en parles beaucoup, mais si tu commences à en parler davantage, tu vas le voir. Ouais. Tu vas le voir. Dès lors que tu parles d'amazirité, tu as beau juste dire, tu vois, que c'est ton héritage personnel, que ça te vient, je ne sais pas, de quelqu'un, par exemple, admettons que dans ta famille, tu as vraiment quelqu'un qui t'a transmis cet héritage. Tu vois, au-delà du fait qu'on me l'ait transmise ou pas, c'est bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont été étouffées, le fait aussi... qu'on nous ait pillé un petit peu toutes nos... que ce soit les bijoux, que ce soit culturellement un petit peu les traditions. Puis le fait d'empêcher en fait cette culture-là d'exister sereinement. Il y a quand même eu des massacres, il y a eu énormément de choses qui ont été faites pour c'est même pas ostraciser, mais pour détruire complètement les populations amazighes. Enfin, il y a eu plein de mécanismes qui ont été mis en place dans les pays du nord de l'Afrique après les indépendances pour parvenir aux résultats qu'on observe aujourd'hui. Mais on voit bien en plus que le mythe de l'arabisation, et là je parle de l'arabisation moderne qui survient justement par le biais linguistique dans les années 60, où à l'école en fait on fait intervenir des professeurs qui parlent un arabe qui est beaucoup plus proche de l'arabe qu'on peut parler dans la péninsule. Et c'est un procédé qui est relativement récent. Ça n'enlève rien à la génétique, ça n'enlève rien à la culture qui était là avant. Oui, et je peux en témoigner, j'ai fait mon test ADN, j'ai 0% d'arabe, que Afrique du Nord et contrée du sud de l'Europe. Voilà, du sud de l'Europe, et quelques pourcentages à droite à gauche, mais je pense que c'est bien de se réapproprier un petit peu nos racines, notre culture, notre héritage amazigh, ce qui nous différencie, parce que c'est vrai que même... les Arabes d'Arabie Saoudite, etc., ils ne nous considèrent pas comme des Arabes, quoi. Enfin, non. C'est non. Nord-africain. Et toi, en fait, c'est ça le genre de critique quand tu parles d'amazirité le problème, en fait, c'est qu'en plus, bon, je pense que tu le sais aussi, mais dès lors que tu es une femme et que tu t'exposes, bon... on parle de beaucoup de choses, sauf du sujet dont toi tu parles. Voilà. Donc il y a déjà ça. Mais ensuite, il y a aussi beaucoup de... Je sais pas, c'est comme si les gens n'arrivaient pas à comprendre que moi, en fait, quand je viens et que je parle,
déjà, dans mon podcast, je fais parler les gens, c'est pas vraiment moi qui parle, mais après, quand c'est dans d'autres contextes où je prends la parole pour parler d'un sujet, souvent, en fait, en plus, je parle d'un livre ou d'une lecture ou de quelque chose que j'ai étudié et je source, etc. Et ben en fait, les gens ne me voient pas ici en tant que journaliste. Et directement, on commence à rentrer dans des attaques ad personam et à constamment vouloir délégitimer ma potentialité à en parler. Et déjà, j'aimerais bien en parler avec toi. On ne voit pas que je suis journaliste. En fait, je vais te dire on voit juste que je sois... belle, une belle femme. Non, mais plutôt quelqu'un d'écervelé et tu sais, qui prend la parole pour dire tout et n'importe quoi, tu vois. Très loin d'être écervelée. Je pense que les gens qui sont toujours là parmi nous peuvent le voir, l'entendre et le comprendre. Est-ce que, tu vois, bon... J'aimerais bien en parler avec toi justement de ce côté féminin. Tu es une très belle femme. En tout cas, tu es intelligente, tu parles bien, tu t'exprimes bien, tu présentes bien. Est-ce que ça t'a plus ouvert des portes ou fermé des portes? Et je suis désolée de te poser, parce que j'ai pas envie de te réduire à ton physique parce que tu as une intelligence. Et parce qu'on nous le fait toujours ça. Et aussi le fait d'être d'une femme d'origine maghrébine. Comment est-ce que tu penses être perçue par la société? J'en ai aucune idée parce que je pense que je suis perçue de plein de manières différentes et ça dépend des milieux. Ouais. Dans le milieu du journalisme mainstream, c'est... je sais pas, on est toujours étonné. Et c'est très triste, mais on est étonné que je parle bien. On est étonné que j'ai pas d'accent. Je pense qu'on est étonné de... Apparemment, je fais plus jeune que mon âge, donc les gens pensent aussi... Il y a peut-être un contraste à ce niveau-là. Tant mieux, hein. Franchement, tant mieux. Non, mais je sais pas, mais dans tous les cas, tu vois, être jeune, c'est pas synonyme de bêtises, de pas savoir s'exprimer. Tu vois, il y a quand même ce truc aussi, il faut arrêter de prendre les gens qui sont jeunes pour des débiles profonds. Enfin, je veux dire, faut arrêter. Et parce qu'on voit bien les vieux qui s'écharpent là sur les plateaux télé, excuse-moi, c'est pas des parangons d'intelligence, quoi. Enfin, je veux dire, ça va, quoi. Pas du tout. Bon, on va dire aux jeunes qui sont cons et impulsifs, oui, bien sûr. Donc, c'est ça, donc, il y a plein de choses où, en fait, c'est comme si je suis là où on ne m'attend pas. Or, en fait, il y a zéro secret à ce que je sois qui je suis aujourd'hui, que je m'exprime comme ça, que j'ai cette déontologie, que je suis journaliste, quoi. J'ai fait des études de journalisme. Puis même, tu sais, il y a un système... J'ai de l'expérience en tant que journaliste, enfin, je veux dire, c'est mon métier. Et en fait, c'est fatigant de... Alors avant, c'était fatigant de devoir expliquer pourquoi. Moi, je n'explique pas pourquoi maintenant, mais même, tu vois, maintenant, faire face à la surprise, tu vois, c'est agaçant. Tu vois, encore en 2025, on fait face à la surprise. Ouais. Mais ça, je pense que c'est à cause du manque de représentation de la femme maghrébine sur les plateaux TV ou dans les médias ou même dans le cinéma et dans tous les supports un petit peu culturels qu'on a en France. Moi, je ne sais pas toi, en grandissant, quand en grandissant, je n'arrivais pas à m'identifier en allumant ma télé à quelqu'un qui me ressemblait ou truc comme ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup été influencée par la culture américaine, je regardais des Sister, les séries comme ça et tout. Je dis, ah tiens, elle me ressemble un peu et tout. Et c'est vrai qu'en France, on a beaucoup manqué de ça. Et le fait est aussi, moi je l'ai toujours dit, je l'ai toujours déclamé, je l'ai toujours intégré, malheureusement en France, dans les médias, que ce soit la télé conventionnelle. Maintenant, on a les réseaux sociaux, donc on peut créer nos propres émissions, podcasts, etc. Et avoir... notre parole délivrée comme on souhaite l'avoir et non pas en étant instrumentalisée par des émissions de télévision. Moi, j'ai toujours dit, et je le répète, et j'ai toujours assumé, soit ils mettent des chevals de Troie, genre t'as une gueule d'arabe, mais t'as des pensées un peu extrémistes, voilà. Mais t'as un nom à consonance arabe, on va pas dire qui, mais vous savez très bien de qui je parle. Elle est toquelle. Voilà. Et cheval de Troie. T'as soit le cheval de Troie, soit t'as le stéréotype de la femme voilée qui doit répondre de son père ou son frère ou d'une figure masculine de sa famille. Soit t'as la bimbo écervelée, mais soit t'as la Kaira. La Kaira qui parle de façon... quoi, maintenant, ça devient une traîne, hein, de plus en plus même de femmes qui sont blanches, qui essayent d'adopter le slang de la rue, tu vois, pour... voilà, mais toujours
moi je dis pas que c'est quelque chose de bon ou de mauvais de parler comme ça, tu vois, mais on a beaucoup... tu vois, on l'a... Beaucoup de personnes se sont retrouvées mises un peu au banc de Ouais. pas mal de choses sous prétexte qu'elles n'avaient pas les codes élitistes de la francité, de la bourgeoisie et de la blanchité, du coup. Et maintenant, ça devient un truc, une marque Négatif, ouais. et maintenant, ça devient une marque de coolitude que ces personnes blanches, Oui. de milieux privilégiés même parfois, s'approprient ce langage argotique, etc. Et ouais, et là, c'est cool, ça, quoi. ouais. C'est limite une marque d'ouverture culturelle et sociale, quoi. Ouais. Tu vois, donc c'est... Ouais, c'est fou, hein, quand même, hein. C'est complètement fou. Donc, du coup, moi, voilà, moi je pense que malheureusement, on n'a pas été assez représentés et c'est peut-être encore pour ça qu'il y a un étonnement quand on te rencontre et quand on voit et quand on... Et je le dis aussi, moi, à ma petite échelle également, tu vois, ça m'est déjà arrivé de J'allais me te poser la retrouver... question, Oui, justement, mais je mais pense que toi, ça complètement. t'arrive tout le temps. Ah oui, mais ça m'est déjà arrivé d'être... peut-être pas forcément quand c'est des interviews ou... C'est peut-être juste rencontrer des gens et dire « Ah, je pensais pas que tu étais comme ça. » Moi, c'est toujours la phrase qu'on me dit. Mais du Toujours. coup, on pensait pas que t'étais comment? On pensait pas que j'étais comment? Comme Parce que ça, moi, en c'est... fait, on m'associe à mon physique. Bah écoute, ça, on va rentrer dans le vif du sujet, du stéréotype de la femme maghrébine en France. Tu vois, la beurette, voilà, la brune, au gros sein, un peu écervelée, qui a des formes et qui machin. Le fantasme du colon face à la femme maghrébine. Bon, pas que maghrébine, hein, la femme noire, la femme africaine, l'objectivisation et le fétichisme de nos communautés, tu vois, que ce soit maintenant pour les hommes aussi, visiblement, pour les hommes, les femmes. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça aussi. Est-ce que toi, tu penses que dans ta carrière ou dans ta vie, dans ton évolution, est-ce que tu as déjà été ciblée par ce genre de commentaires ou de... Ah, mais tout le temps. Tout le temps? Ah, mais bien sûr, tout le temps. Et ce qui est un peu... Il y a un truc un peu déroutant aussi parce que, en plus, je prends de l'âge et il y a des choses où je me dis, on en est encore là. Et en fait, je suis un peu déroutée du fait qu'on en soit encore là. Les choses évoluent. Je pense qu'on aimerait qu'elles évoluent beaucoup plus vite que ça. Mais en fait, on se heurte quand même à une résistance idéologique. Enfin, tu as des gens qui ont très bien compris ce qu'on veut dire lorsque il y a beaucoup de personnes qui font un travail de vulgarisation pour expliquer d'où viennent certains stéréotypes, certaines idées reçues, les inconscients collectifs, de quoi ils sont façonnés quand il s'agit de parler, je sais pas, des corps noirs, qu'ils soient féminins, masculins, des corps nord-africains. Et quand je parle des corps nord-africains, en plus, c'est fou parce qu'on a tendance à toujours exclure les corps noirs et les corps métis. On parle d'une certaine typologie de nord-africains qui répondent à un phénotype un peu méditerranéen. Ouais, méditerranéen. Tu vois, voilà, qu'on peut caser aussi dans la case orientale. Et voilà, enfin, j'oublie pas aussi les personnes asiatiques qui ont aussi leur lot de stéréotypes, etc. Mais qui, voilà, mais tout ça, en fait, ça répond quand même à beaucoup de choses qu'on peut puiser dans l'histoire coloniale et qui ont été cimentées et créées à ce moment donné-là. Et même si un travail colossal qui est fait aujourd'hui, ça reste pas suffisant et on se heurte quand même à une vraie résistance de dire ouais, on a compris mais on s'en fout, pour nous en fait vous êtes quand même ça, vous allez rester ça. Donc on vit quand même des moments particuliers, hein. Ouais, surtout que avec la montée du RN, parce que le fait d'en parler, moi je trouve que c'est très important. Tu vois ce que je veux dire? Le fait d'en parler, d'adresser des choses qui ont été problématiques, que nos parents ont subies et qui n'ont pas forcément réagi, que nous maintenant qu'on est un peu dans cette ère de déconstruction, de recalibrage en soi, tu vois, de ce genre de choses qui étaient problématiques à l'époque, qui le sont toujours aujourd'hui, et que voilà, maintenant il faut en parler. Il y a quand même une partie de la population qui va prendre ça comme de la victimisation, de allez, c'est bon, hein, oh oui, vous, là-bas... Après, il y en a, ils vont même parler de racisme anti-blanc, tu vois ce que je veux dire? Là, retournement du... Tu vois ce que je veux dire? Il y a une polarisation de la société. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un gouffre qui est en train de se former. Je pense qu'on observe ça parce qu'on est dans un moment de multicrise, en fait, et que c'est assez global, en réalité, dans le monde occidental. Donc, je pense que ce qu'on observe, c'est la résultante de beaucoup de beaucoup de choses. En réalité, tu parles d'une polarisation, ouais. Mais à plusieurs niveaux. La polarisation, c'est justement aussi parce que... il y a des choses qui se répondent, quoi. Enfin, je veux dire, il y a
un progrès qui est fait au niveau idéologique, au niveau de la déconstruction des mentalités à plein de niveaux. Et là, nous, on se parle on se parle de race, on se parle de classe, et on se parle de genre. Donc on n'est même pas rentré dans d'autres travers avec les orientations sexuelles, on n'est même pas rentré dans les questions de handicap ou de validité. On est quand même resté... bon, il y a plein de choses, mais tous les progrès qui sont faits à toutes ces échelles-là, en réponse, on a toute une frange de la population qui est extrêmement réfractaire. Parce que moi, je ne pense pas qu'on peut aller vers quelque chose de plus égalitaire et équitable sans que, par ailleurs, ça ne nécessite pas l'abolition des privilèges d'une certaine catégorie de la population. Mais une fois que tu as goûté à des privilèges, tu n'as pas envie de les lâcher, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, en fait, et ça à tous les niveaux, quoi. Donc, en réalité, je pense que c'est ça aussi qu'on vit. Et puis, et tout ça dans un contexte quand même extrêmement inquiétant en termes de ce que va devenir l'humanité avec ce qu'on fait de la planète, quoi. Donc bon, il y a aussi d'autres types d'urgences qu'on doit gérer en ce moment et qui sont assez alarmantes. Donc en fait, on vit des moments de multi-crise. Je pense que ce qu'on observe actuellement, bah, c'est tout ça, quoi, malheureusement. Ouais. Moi, je voulais qu'on parle aussi de la charge raciale. Ah bah on peut. Bah oui, on peut, justement. On peut. Comment définirais-tu ce concept et comment l'intégrer et vivre mieux avec les traumas transgénérationnels et le climat pesant en France? C'est un sujet de thèse. Je sais, c'est un sujet, je suis désolée, mais les grandes lignes, vraiment, parce que c'est pas tout le temps qu'on a une personne comme toi qui peut nous parler de ça correctement. Il faut que tu invites Douce Dibondo, elle a écrit sur la charge raciale, justement. J'ai vu ce qu'elle a fait, j'ai vu quelques podcasts où elle est intervenue. Maintenant, moi, qu'est-ce que je peux te dire sur la charge raciale, mis à part le fait que je le vis et le fait peut-être même de travailler sur les questions de race me fait avoir une grille de lecture où en fait c'est difficile de m'en dépêtrer dans la mesure où tu travailles et tu manipules des concepts et du coup tu vois beaucoup de choses avec tu fais des associations très évidentes très facilement et donc tu es beaucoup plus agacé, tu es beaucoup plus... Je parle de moi en l'occurrence, je pense que c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi en fait j'ai beaucoup de mal en fait à... Je pense qu'on ne doit pas tolérer le racisme. Il y a des personnes qui, pour leur propre santé mentale, aussi se disent « je ne peux pas m'énerver à chaque fois, je ne peux pas… Ouais, » Tu vois, enfin, je comprends, mais moi, en fait, vraiment, le racisme à toutes les échelles m'est insupportable. Et travaillant sur le racisme, à mon échelle et sur mes sujets, même si ça reste à l'échelle intra-communautaire, parce que ça reste le racisme incident dans la communauté nord-africaine, il s'avère que je suis aussi très antiraciste dans ma vie de tous les jours, étant une femme nord-africaine, avec la tête que j'ai, vivant en France et faisant le métier de journaliste, tu vois. Donc bon, c'est la charge raciale, en fait, elle ne te laisse aucun répit. Et du coup, c'est un poids que tu portes. Et alors, il y a peut-être certains d'entre nous, avec leur passing, qui ont un peu plus de chance. Ils sont peut-être rattrapés par cette charge-là lorsqu'on voit leur nom. Mais si on les voit de prime abord dans la rue, ça passe un peu mieux parce qu'ils répondent plus à des codes qui vont flatter le regard blanc. Mais ça laisse peu de place en fait à la quiétude. Et c'est très bien qu'on parle de charge parce que c'est une vraie charge et malheureusement un vrai handicap. Qu'on décide de le définir en tant que tel pour soi-même est une chose, ou de le rejeter en se disant « ouais mais moi en fait je refuse que ma race soit un handicap ». Je comprends les gens qui veulent penser comme ça. Moi j'ai pas l'impression, tu vois, j'ai pas honte de qui je suis, j'ai pas honte de mes origines, j'ai pas... J'allais dire une expression qui veut tout dire, en plus j'ai pas à pâlir de ça, tu vois. Voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais je ne peux pas mentir sur ce que ça me fait vivre au quotidien. Et ça, c'est vrai que c'est un poids. Tu sais, c'est plein de choses, et des choses que les gens pourraient considérer comme étant complètement bénignes, tu vois, mais c'est des traitements qui sont différents à tous les égards, tu vois. Enfin, c'est des trucs infantilisants, des trucs où on va se permettre
une certaine familiarité avec toi, tu sais pas pourquoi. Et ça, je parle des échelles qui sont complètement, on va dire, les plus anodines et qui pourraient passer, tu vois, l'air de rien. Mais c'est énormément de choses, en fait. C'est énormément de discrimination à l'embauche, c'est des discriminations au logement, c'est énormément de choses. Moi, quand je cherchais à changer d'appartement, tu sais que quand j'ai l'appartement que j'occupe actuellement, quand je le cherchais, j'appelle un propriétaire pour visiter un appart. Il me dit ouais super, ça me va très bien, vous faites quoi dans la vie? Journaliste, ah super, je vais juste prendre votre nom pour qu'on prenne un rendez-vous pour visiter l'appart. Je lui dis mon nom, il me hurle dessus. Il me hurle dessus, il me dit « Ah non, non, non !» Et en plus, journaliste, ça bosse pas. Et il me raccroche au nez. Je dis « Oh !» Tu vois, et ça, c'était violent. Ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, j'ai franchi un cap supérieur, c'est-à-dire que j'en suis arrivée à un stade où il y a 1 an et demi, 2 ans, je voulais déménager, j'ai commencé à chercher des appartes. Et là, tu vois, j'appelle des agences, parce qu'il y avait des appartes qui me plaisent bien dans les quartiers que voilà. Et alors là, je me suis carrément fait recaler par des secrétaires d'agence sur la base de mon nom. C'est fou, hein. Et donc là, tu vois, je me dis, ouais, bah... Et c'est juste quand je dis mon nom, il y a un truc. C'est une dinguerie. Je dis mon nom et bam. Et bah, ça dit aussi ce qu'on fait... comment évolue notre société, et notamment sur les questions de racisme à l'égard des populations nord-africaines et des personnes qui ont un nom arabophone, à connotation même musulmane, parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est pas seulement t'entends un nom qui a une consonance arabe, c'est parce que derrière ce qui peut avoir l'air arabe, en sachant qu'en France c'est vaste, on met un peu tout le monde dans le même sac, mais... c'est derrière la suspicion d'être musulman, et donc du coup l'amalgame nord-africain égale arabe, égale musulman, égale danger pour la République, parce que potentiel terroriste. Et c'est comment en fait les musulmans aujourd'hui, et les gens qui sont perçus comme étant musulmans, ont vraiment une cible dans le dos. Bien sûr, ouais. Et chaque jour, ça empire. Et ça, c'est... Ouais, il y a eu un gros travail de désinformation hein, depuis même le 11 septembre, même avant ça, dans les médias. Hein, ils ont un peu brainwash tout le monde hein, en mettant l'amalgame du terrorisme musulman, etc. Donc forcément, oui, c'est très problématique. Hein. D'ailleurs, récemment, on a eu une tragédie, Abou Bakar assassiné, un priant. Enfin, comment est-ce que tu... Moi, je sais pas, j'arrive pas forcément à me projeter là, les prochaines années, hein, depuis que tout ce qui se passe là, depuis le 7 octobre, c'est un peu, j'ai l'impression qu'on a fait un saut quantique, on est dans une autre réalité, enfin, je sais pas, comme si les visages... Toi, comment tu te sens dans ce climat un petit peu... c'est effrayant. Même j'ai vu, j'ai un ami à moi, justement, qui fait partie du collectif Urgence Palestine. Il m'a dit c'est sa maman qui a parlé. Je sais pas si tu as vu la vidéo où il y a une dame qui va parler à Mélenchon qui dit on a peur, nous les musulmans on a peur et qu'il est en larmes avec elle et tout. Comment tu appréhendes toi le futur? On en est là. On en est là. Donc comment j'appréhende le futur? Pas avec les meilleurs augures malheureusement. Et moi, je me suis toujours demandé si j'étais de nature pessimiste ou si j'étais juste pragmatique. En fait, je crois que quand tu es pragmatique, là, tu peux pas du tout être optimiste vis-à-vis de ce qui se passe, quant à ce sujet-là particulièrement. Parce qu'en fait, tu vois, toi, tu parles d'une bascule qu'il y a eu à partir du 7 octobre. En réalité, moi, je pense qu'il y a plusieurs points de bascule. Je pense que c'est tout un continuum. Non, mais tu vois, pour moi, il y a un truc sur le temps long. Il y a un vrai travail sur le temps long qui se fait. Même avant ça. Avant ça. Et là, mais tu as des moments clés. Si il y a des moments clés. Même avant le 7 octobre, genre quelques semaines avant, ça a commencé à... C'était la rentrée scolaire, Gabriel Attal qui parle des abayas, les nanas qui se font jeter de leur lycée, des petites jeunes filles d'origine maghrébine qui portaient des kimonos. Même là, j'étais outrée. C'est dingue quand même. Non, mais il n'y a aucun répit
Ouais. Il n'y a absolument aucun répit. Enfin, il y a chaque jour en France, On a un nouveau truc. dans les médias et les médias mainstream, et donc quand je dis mainstream, enfin, j'appuie, c'est quand même des médias qui ont une audience, ils ont de l'argent, voilà. Ils sont très présents, ils sont là, et il y a un acharnement tel qui est fait sur les communautés nord-africaines, les communautés musulmanes, et voilà. Et puis il y a des points déterminants, on va observer des bascules, et la bascule, elle se fait toujours dans un sens, c'est toujours pire. Donc, J'ai l'impression que même plus c'est gros, plus ça choque, plus ils vont foncer, quoi. Tu vois, genre des propos, que ce soit sur les chaînes d'infos en continu ou des propos, mais on vit, plus c'est choquant, plus ça passe à la télé, quoi. On vit des temps ubuesques. Ouais. On vit des temps ubuesques. Et en réalité, je regardais une intervention de Françoise Vergès, alors auprès de quel média j'ai oublié, mais où c'était très intéressant ce qu'elle disait, et parce que en fait, c'est hyper important de questionner en fait la fabrique de l'opinion et la fabrique du consentement à ce que on déshumanise certains types de populations ou qu'on cible certains types de populations. C'est-à-dire que quand on regarde les génocides en cours ou ceux qui ont eu cours, pourquoi ? Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette tolérance en réalité de ce qui se passe ? Passivité. Non, mais c'est même pas de la passivité, parce que tu as des gens qui l'encouragent, c'est pas seulement qu'il y a des gens qui l'encouragent, donc c'est pas juste de la passivité. Voilà, qui ferment les yeux, quoi. Ouais, donc ça c'est le au mieux, tu vois, dans le spectre de l'acceptation, qu'elle soit passive ou active. Mais finalement, comment est-ce qu'on fabrique ce consentement, en fait, sur le fait de se dire, ouais, ce type de population, ne sont pas vraiment... Fou, hein. Et donc, comment on hiérarchise ? Et quand on regarde, c'est le type de personnes qui est en bas de l'échelle, c'est rarement des personnes blanches, quoi. C'est même jamais. Et donc, il y a quand même... C'est pour ça que la lutte contre l'antiracisme, enfin, la lutte antiraciste, elle est hyper importante. Lutter contre toutes les formes de racisme, c'est quelque chose d'hyper important. Et aujourd'hui encore, on voit ce que c'est. On a des exemples extrêmement concrets de le fait d'être complètement léthargique face à ces questions-là et de toujours les reléguer au second plan. Voilà ce que ça donne. Ouais. Bah, écoute, franchement, ça m'a fait grave plaisir d'échanger avec toi sur différents sujets. On a parlé de pas mal de choses, d'éducation, et on a parlé de la place des femmes, des femmes racisées, etc. On a parlé de plein de sujets. J'ai une dernière question pour toi. Ouais, dis-moi. Et je vois que tu es artiste, tu es une artiste dans l'âme. Je vois ton petit côté, que ce soit à travers la façon dont tu te présentes, même tous tes réseaux sociaux, etc. Je ressens ça même en personne. Est-ce que tu penses que l'art peut nous sauver ? En tout cas, j'espère qu'il y participera. Ouais, bah ouais. Et je te dis ça dans un grand soupir. Dans un grand soupir. Ouais, je ne peux qu'espérer. Ouais. Je ne peux qu'espérer, j'aimerais bien. Je pense que l'art aide beaucoup. Et bien sûr qu'il y a l'art sauve, l'art soigne, bien sûr. Mais l'art est aussi politique. Et instrumentalisé à des fins politiques. Ouais. Toujours. Donc, voilà ma réponse. Ouverte pour de futurs débats. Bah ouais, pour de futurs débats. En tout cas, allez la suivre, Nanifar, sur les réseaux sociaux. C'était un plaisir de te recevoir. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot pour la fin ? Merci à toi de m'avoir reçu et merci à toi de porter de l'attention à ces sujets qui sont très très importants. Voilà, mais merci beaucoup. On vous retrouve prochainement, parce que je vais la réinviter sur une autre émission. Inch'Allah, si tu es disponible, t'es la bienvenue. Donc voilà, c'est vrai que là, j'ai fait une petite pause là, ces 2 derniers mois, mais il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur ma chaîne. Donc je vous donne rendez-vous prochainement. Merci beaucoup, Nawal. Merci à toi. Merci.